Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un nouveau sujet dont j'avais très envie de parler avec vous, qui est celui des tueurs de masse. Et comme vous avez pu le voir au titre de cette vidéo, je vais même faire plusieurs épisodes. Donc l'épisode d'aujourd'hui, je vais principalement définir avec vous ce qu'est un tueur de masse et puis on va parler d'abord des aspects un petit peu plus sociaux, environnementaux et des facteurs criminogènes de ce phénomène-là. Dans le deuxième épisode, on abordera beaucoup plus la psychologie des tueurs de masse et puis je vous parlerai aussi des moyens qui sont possibles pour essayer de lutter contre ce phénomène-là et je pense qu'ensuite on pourra faire des vidéos un petit peu plus études de cas. Tout ce que je vais vous dire dans ces plusieurs épisodes, ça se base vraiment sur des écrits de professionnels qui ont étudié le sujet. Moi, je le connaissais pas forcément spécialement, je me suis beaucoup renseignée. Donc j'ai lu des articles, j'ai lu des livres et je vous ai tout mis en barre d'infos. Les articles sont, si je me rappelle bien, tous en anglais, mais ils sont libres d'accès, donc vous pouvez aller les lire. Les livres, eux, sont en français et vous pouvez les acheter. Moi, je les ai achetés en version numérique, donc je peux pas vous les montrer physiquement, mais je vais vous afficher leurs photos ici et je vous les conseille très fortement, notamment le livre d'Olivier Asside et Julien Marcel qui est vraiment celui sur lequel je me suis le plus basée, qui est extrêmement complet. Donc si jamais vous avez envie après ces vidéos d'en connaître encore plus sur les tueurs de masse, je vous conseille fortement de l'acheter. Je vous laisse vous installer bien confortablement, éteindre vos lumières et c'est parti. Tout d'abord, on va commencer par définir ce qu'est un tueur de masse. Et ça peut vous sembler bizarre, mais c'est super important qu'on s'entende bien et qu'on se mette tous d'accord sur la même définition. Parce que c'est un terme, selon les opinions, selon les personnes, derrière lequel on peut mettre énormément de choses. Quand je vous dis tueur de masse, il y a des personnes qui vont peut-être penser à la tuerie de Columbine. Il y a des personnes qui vont peut-être penser au meurtre d'un tueur en série comme Ted Bundy, des personnes qui vont encore penser à l'empoisonnement massif qu'il y a eu à Jonestown, aux attaques terroristes qu'il y a pu y avoir à Paris, au Bataclan, ou encore pour faire dans l'actualité à Christchurch en Nouvelle-Zélande. Pour d'autres, ça peut même désigner la politique de l'avortement ou l'Holocauste. Donc c'est vraiment un terme derrière lequel on peut mettre énormément de significations selon nos propres croyances. C'est pour ça, comme je vous le disais, que c'est hyper important de trouver une bonne définition sur laquelle finalement tout le monde va se mettre bien d'accord. Alors on a plus ou moins un consensus en criminologie selon lequel on s'accorde à dire qu'un tueur de masse, c'est quelqu'un qui va tuer 3 personnes ou plus dans un espace temporel extrêmement court d'à peu près 24 heures et dans un seul lieu ou des lieux géographiquement très proches. C'est aussi quelqu'un qui va agir seul, parfois en duo, mais en tout cas pas dans un réseau criminel organisé. Mais même cette définition-là, elle laisse encore place à beaucoup de types de tueurs très différents. Ça peut par exemple être une personne qui va débarquer à son travail et qui va tuer son patron, ses collègues suite à un licenciement. Ça peut être un père de famille qui va tuer toute sa famille et ensuite se suicider. Ça peut être un braqueur armé qui va éliminer des témoins gênants dans un endroit où il a commis un crime. Ça peut même être un raciste qui fait irruption dans une école, dans un établissement pour les immigrés et qui va ouvrir le feu dessus. Donc ça laisse encore énormément de possibilités, de configurations extrêmement différentes, autant au niveau des motivations que au niveau des moyens de lutte qu'on va pouvoir essayer de mettre en place contre ces choses-là. Contrairement au tueur en série, le tueur de masse est dans une logique suicidaire, donc il ne va absolument pas chercher la discrétion, voire même au contraire, ça c'est ce qu'on verra plus tard. C'est quelqu'un qui compte
mourir lors de l'attaque, soit en se suicidant, soit en étant tués par les forces de l'ordre. Je vous dis ça de manière générale, après il y a aussi certaines personnes qui se laissent attraper par la police. Il y a une idée reçue sur les tueurs de masse qui est assez fausse, on pense qu'en général ils s'en prennent à des inconnus, alors que dans la grosse majorité des cas, c'est pas vraiment ça. Dans environ 40% des cas, les tueurs de masse s'en prennent aux proches de leur famille, et dans 40 autres % des cas, ils s'en prennent à des gens de leur entourage un peu plus large, par exemple des camarades de classe, des collègues, etc. Dietz, qui a beaucoup travaillé sur le cas des tueurs de masse, il a établi 3 types de tueurs différents, mais lui-même reconnaît que ces catégories-là, elles sont pas tout à fait aussi claires dans la réalité. C'est très théorique, mais en vrai, souvent il y a des espèces de chevauchements entre ces différentes catégories. Le premier type, c'est les Family Annihilators. Je sais pas exactement comment vous traduire ça, mais en gros, ce sont des personnes qui vont s'en prendre à leur famille. Donc généralement, ils vont tuer absolument tous les membres de leur famille, les animaux y compris, et ensuite se suicider. Ensuite, on a les pseudo-commandos qui sont ceux qui arrivent dans un lieu public avec une espèce de tenue militaire extrêmement armée et qui vont ouvrir le feu partout autour d'eux. Et ensuite on a les set and run killers qui eux sont un petit peu différents parce qu'ils utilisent des techniques afin de ne pas mourir dans l'attaque. Donc généralement c'est ceux qui vont poser des bombes, qui vont tenter des empoisonnements massifs ou qui vont ouvrir le feu sur d'autres personnes mais depuis une voiture qui est en mouvement ou depuis un toit, en tout cas de manière à être à distance. Les tueries de masse ne sont absolument pas un phénomène nouveau comme on peut le voir par exemple avec l'exemple de Andrew Kios en 1927 qui était à l'origine du Bath School Disaster, mais pour autant ce n'est pas un phénomène qui est autant étudié et autant décrit que d'autres comme par exemple tout ce qui est dans les homicides multiples, on va rester dans les homicides multiples, les homicides sériels, les tueurs en série ou encore le terrorisme. Les cas de fusillade sont des choses qui sont extrêmement médiatisées pendant un court laps de temps et ensuite on a l'impression que ça retombe un petit peu dans l'oubli. Pourtant, c'est vraiment des choses qui arrivent plus souvent et qui font en général plus de victimes que, comme je vous l'ai dit, les homicides sériels ou même le terrorisme. Alors pour les homicides sériels, c'est sûr et certain. Pour le terrorisme, je pense que vu les données qui étaient utilisées qui partent depuis les années 80, ça devait être tout à fait juste entre les années 80 et les années 2000. Je pense que depuis nos années 2000-2010, ça a pu changer. Mais j'ai pas trouvé de données qui étaient vraiment très convenables là-dessus. En tout cas, voilà, je pense que en termes de nombre d'incidents, il y a plus de cas de tuerie de masse que d'attaques terroristes. Maintenant, je pense que ces dernières années, le nombre de victimes s'est peut-être un petit peu inversé. Et c'est vraiment très important de faire la différence entre un tueur de masse et un terroriste. Qui, comme je vous l'ai dit, le tueur de masse ne s'inscrit pas du tout dans un réseau structuré, organisé de criminels. On n'a pas tout ce qui est l'idéologie qui est apportée par d'autres. On n'a pas ce phénomène de radicalisation non plus dont on parle énormément aujourd'hui. Et d'ailleurs on l'a vu très récemment, là ces dernières semaines, c'est un peu au centre des débats, cette espèce de différenciation qui est faite de manière assez arbitraire finalement entre qui est un terroriste et qui est un tueur de masse. Et généralement, c'est vrai que dans les sociétés occidentales, il y a une espèce de tendance à dire que si c'est un homme blanc qui mène l'attaque, ça va plutôt être un tueur de masse, tandis que si c'est un immigré, surtout s'il est d'origine arabe, si c'est un musulman, on va beaucoup plus avoir tendance à le décrire comme un terroriste. Alors qu'en vrai, la différence, elle doit se faire sur les motivations et pas du tout sur les origines de celui qui est l'auteur de l'attaque. Et c'est vraiment extrêmement important qu'on soit bien capable de mettre le doigt sur ces différences parce que tout ce qui va entrer en compte dans la prévention de ces choses-là, comment lutter contre ce phénomène-là, elle va être extrêmement différente. Et puis les auteurs Fox et Levin se sont intéressés aux raisons pour lesquelles on s'intéresse un petit peu moins au phénomène de tueurs de masse que par exemple au phénomène d'homicide sériel, donc les tueurs en série. Et là ils vont nous donner plusieurs raisons qui expliquent un petit peu pourquoi on est plus intéressé par les tueurs en série qui font pourtant à peu près 2 fois moins de victimes que les tueurs de masse.
Alors la première raison, c'est d'abord que le massacre ne fait pas vraiment un challenge aux autorités, dans le sens où on va pas vraiment avoir besoin de rechercher son identité. Il n'y a pas toute cette traque et tout ce côté un petit peu, j'ai envie de dire, enquête, polar, comme on peut l'avoir avec un fameux tueur en série. Ensuite, toujours selon ces auteurs, les cas de tuerie de masse ne sont pas des cas qui génèrent autant de peur et d'anxiété. Parce que ça va être un événement effectivement extrêmement choquant, extrêmement traumatique, certes, mais qui est passé. Donc en fait on n'a pas ce côté, il y a un mystérieux tueur qui érode et qui peut continuer à faire peur à la population. Ensuite tout simplement parce qu'on a un petit peu moins de données sur les tueurs de masse, puisqu'en général, comme je vous l'ai dit, ils meurent au moment de l'attaque. Donc on peut pas avoir d'entretien avec eux après coup, il n'y a pas non plus le procès. Donc ça fait que tout ça en fait, une fois que ça a eu lieu, ça s'arrête et il n'y a pas autant de données sur à quoi ils pensent, quelle est leur psychologie et tout ça. Et enfin, dernière raison selon Fox et Levin, c'est qu'on a un côté qui est plus sensationnel chez les tueurs en série, qu'on retrouve pas forcément dans les autres crimes. Et d'ailleurs ça se vérifie assez bien parce qu'il y a un espèce d'intérêt du grand public pour tout ce qui va être autour des sadiques sexuels, comme on a pu le voir dans le cas de plein de tueurs en série, qu'on retrouve pas chez les tueurs de masse. Et d'ailleurs chez certains tueurs en série qui n'ont pas vraiment cette dimension là, et bien finalement il y a moins d'intérêt aussi du grand public. C'est le cas par exemple des anges de la mort, qui sont des personnes qui travaillent dans le milieu hospitalier et qui tuent des patients. Mais comme il n'y a pas toute cette dimension un peu sensationnelle, et finalement on est beaucoup moins intéressé. Maintenant que tout ça est dit, on va pouvoir s'intéresser aux dimensions un peu plus sociales et environnementales qui vont créer des conditions criminogènes qui favorisent le passage à l'acte. Beaucoup d'études sociologiques ont découvert un lien entre la situation économique et sociale d'une zone et son risque d'incidence de voir survenir une attaque de tueurs de masse. Souvent, on va pouvoir faire un lien entre la survenance de tueries de masse et la précarité de l'emploi d'un certain lieu donné. En effet, les attaques font très souvent suite soit à un licenciement, soit à une démission, soit à une situation de tension au travail. Et on note aussi que ce type de crime-là arrive beaucoup plus là où il y a des gros écarts de classe sociale et là où il y a une véritable difficulté perçue par les habitants à améliorer leur niveau de vie. C'est ce qu'on appelle un ascenseur social en panne, et je vais pas m'étaler sur le sujet, mais je pense que vous pouvez très bien faire des liens avec certaines situations de notre contexte actuel. Et tout ça, ça participe au sentiment d'injustice qui est ressenti par les tueurs de masse. C'est hyper important et on en parlera dans le deuxième épisode, et ça va nourrir une véritable rancœur contre la société et contre ceux qui la représentent. Pour ça, on peut prendre en exemple le cas de Richard Durn qui a abattu 8 élus à la sortie du conseil municipal de Nanterre, c'était le 27 mars 2002. Et lui, il a carrément laissé un testament juste avant de partir mener son attaque, dans laquelle il écrivait « Je décidais d'en finir en tuant une mini-élite locale qui était le symbole et qui étaient les leaders et décideurs dans une ville que j'ai toujours exécrée. » Et puis on a une écrasante majorité d'hommes, près de 90% chez les tueurs de masse. Alors qu'est-ce qui justifie cette telle représentation masculine ? Bien évidemment, c'est pas une origine biologique, il n'y a pas de racines là-dedans. Par contre, je pense que c'est vraiment le moment de se questionner sur les représentations de la virilité et de la masculinité dans nos sociétés. En fait, là encore, on aborde une question qui est extrêmement d'actualité, qui est celle du genre. Parce qu'on sait très bien qu'il y a beaucoup de comportements et de traits de personnalité qui vont être perçus soit comme féminins, soit comme masculins, qui nous sont inculqués depuis l'enfance et qui vont finalement jouer sur énormément de choses, sur qui on est, sur nos attentes vis-à-vis de la société et sur les attentes de la société vis-à-vis de chaque individu. Et les stéréotypes de genre, ils ont des véritables exigences de force, de domination et finalement de violence, parce que si vous réfléchissez bien à tous les jeux, à tous les espèces de fantasmes que peuvent avoir les petits garçons sur les militaires, sur les forces armées, sur les justiciers, il y a vraiment cette dimension beaucoup plus violente que ce qu'on peut avoir dans une éducation genrée pour les petites filles. D'un point de vue statistique, toujours, on a deux tranches d'âge qui sont vraiment beaucoup plus représentées chez les tueurs de masse. On a d'abord les 15-24 ans et ensuite les 35-44 ans. Alors pourquoi ces deux périodes de vie-là ? Parce que en fait, ce sont des périodes, on va dire, un petit peu charnières. C'est soit la crise d'adolescence, soit la crise de la quarantaine. Et
statistiquement, ce sont des périodes de vie pendant lesquelles on a beaucoup plus de chances d'avoir une dépression, donc d'être dans une période où on n'est pas très bien. Et enfin, pour en terminer avec les apports sociologiques, certaines analyses ont été faites de la répartition mondiale du phénomène qui révèlent que ce sont les pays les plus développés qui sont les plus touchés. Ça déjà, ça indique bien qu'il y a une véritable influence de l'environnement et de la société sur le phénomène de la tuerie de masse. Et puis, selon certains auteurs, ce serait un signe de ce qu'ils ont appelé l'hypermodernité, qui est caractérisée par l'individualisation, par la dislocation de la communauté et par l'accès facilité aux armes. Et ça, ce sont tout un tas de facteurs qui vont favoriser l'émergence de ce type de crime. Pour rappel, la violence, elle existe partout, dans toutes les sociétés, mais sous des formes finalement différentes en fonction des cultures dans lesquelles elle s'inscrit. Mais il n'y a absolument aucune société, je crois, qui soit absolument irréprochable. Et il faut bien se dire que la société est en partie responsable de certains facteurs d'émergence de la violence. Maintenant, je vais vous parler un peu plus de certains aspects que j'ai désignés comme criminogènes parce que pour moi, c'est vraiment en fait le lien entre l'auteur et le crime lui-même. On parle généralement de 3 types de facteurs qui contribuent à l'homicide de masse. Les premiers, ce sont les facteurs dits prédisposants. C'est tout ce qui va avoir finalement avec un peu la psychologie de l'auteur. Ça peut être des traits de sa personnalité, ça peut être son histoire de vie avec certains traumatismes, ça peut être une psychopathologie, ça peut être des troubles de l'humeur, ça peut être son niveau d'estime de lui, des situations d'échec qu'il a pu vivre, des types de personnalités qui vont avoir plus tendance à rejeter la faute sur les autres que d'accepter que ça puisse venir d'elles. Ensuite, on a les facteurs précipitants. Alors ça peut être un peu n'importe quel événement qui va finalement précipiter toute la rage du tueur. Généralement, c'est quelque chose qui va être lié à la perte ou la peur de la perte, soit d'un emploi, soit d'une relation amoureuse ou amicale, familiale. Il y a aussi certaines œuvres, que ce soit des livres, des films, des jeux vidéo, des articles de presse, de la musique, que sais-je, qui peuvent parfois influencer un petit peu le tueur et qui va entraîner ce qu'on appelle le phénomène du copycat, donc il va essayer de refaire un petit peu ce qu'il a vu dans telle ou telle œuvre. Et on peut aussi avoir parfois l'influence d'un leader très charismatique. C'est le cas par exemple dans le cadre d'une secte avec un gourou extrêmement influent qui va pouvoir envoyer certains de ses disciples commettre des crimes. Je pense que si vous avez vu mes vidéos sur les sectes ou même si vous avez une certaine connaissance de ce genre de crime là, vous avez déjà pensé à une certaine famille. Et enfin la troisième catégorie, c'est les facteurs facilitants. C'est principalement la possibilité, l'accès aux armes et l'accès à certains psychotropes. Pour les armes, on y reviendra un peu plus dans la prochaine partie, mais sachez que par exemple en France, on a une moyenne assez haute qui est celle de 32 armes pour 100 habitants. C'est quand même assez élevé par rapport à la moyenne européenne et la grosse majorité de ces armes-là, elles sont détenues de manière légale par leurs possesseurs. Donc faut savoir que voilà, généralement dans les histoires de tuerie de masse en France, l'arme en cause avait été achetée de manière légale. Donc on en parlera plus tard, mais c'est peut-être intéressant, pourquoi pas, de réviser un petit peu l'encadrement légal, les armes, dans tous nos pays, parce que personnellement je pense que ça peut avoir une sacrée influence sur le niveau d'incidence et aussi le nombre de victimes à chaque attaque. Quant aux psychotropes, qu'est-ce que c'est? C'est l'alcool, c'est le cannabis, c'est les opiacés, c'est l'héroïne, c'est les amphétamines, mais c'est aussi des médicaments, des anxiolytiques ou des hypnotiques. Donc beaucoup de substances qui vont venir modifier votre perception, vos sensations, votre humeur et aussi votre niveau de conscience et encore tout un tas d'autres choses. C'est des substances qui, dans les faits, sont très rarement utilisées par les tueurs de masse. Mais de temps en temps, ça peut arriver dans certains cas qu'elles soient utilisées pour leur côté des inhibiteurs, puisque ça va être beaucoup plus facile de passer à l'acte, de pas hésiter quand on est sous l'effet de ces substances-là. Je pense par exemple au cas de Anders Breivik, vous savez, le tueur d'Oslo, qui lui était sous stéroïdes anabolisants lors des attaques. Ensuite, intéressons-nous 2 petites secondes à la scène de crime qui a véritablement son importance, puisque le lieu où se déroule une tuerie de masse n'est jamais choisi au hasard par l'auteur. Alors comme on l'a vu tout à l'heure,
Dans certains cas, ça va se passer dans le cadre familial, donc généralement au domicile, mais il y a aussi pas mal d'attaques de tueries de masse qui se passent dans des lieux publics. Et là, on a trouvé 3 raisons à ce genre d'incidence-là. Premièrement, c'est parce que le lieu est hautement symbolique. Alors ça peut être tout un tas de symboles différents. Ça peut être le symbole de la consommation de masse, le symbole du pouvoir, le symbole du savoir, le symbole du capitalisme, enfin... ça va vraiment être en fonction des motivations du tueur. La deuxième raison, c'est parce que le lieu est un endroit où le passage à l'acte est facile, entre guillemets, il est aisé pour le tueur, c'est-à-dire qu'il y a un niveau de sécurité qui est pas trop élevé, style genre c'est pas comme dans un aéroport où il y a énormément de détection d'armes, etc. Et puis c'est un endroit où il y a généralement une concentration de victimes potentielles, où il y a beaucoup de monde, donc un centre commercial, une école... un marché, etc. Ça, c'est des endroits où il y a peu de sécurité, mais beaucoup de monde. Et enfin, c'est un lieu qui va renvoyer une image négative au tueur, c'est-à-dire que c'est un endroit soit où il a des mauvais souvenirs, soit qu'il va rattacher à certaines représentations d'humiliation, etc., de choses qu'il a pu ressentir de négatives. Et tout ça, au final, ça veut dire qu'il y a des zones qui sont criminogènes. Et à votre avis, pourquoi est-ce qu'il est important de se rendre compte qu'il existe des zones criminogènes ? Eh bien c'est parce qu'on va pouvoir réfléchir à des moyens de prévention. C'est en identifiant une zone qui est potentiellement à risque qu'on va pouvoir mettre en place des dispositifs de sécurité pour essayer de lutter contre ce genre de phénomène, pour éviter qu'une tuerie de masse ne puisse s'y produire. Alors on reparlera de tout ça bien plus en détail évidemment dans le 2e épisode qui sortira très prochainement sur les tueurs de masse, où comme je vous l'ai dit, je vous parlerai déjà de la psychologie des tueurs de masse, je pense que ça va vous intéresser, et puis ensuite de tous les moyens de lutte qu'on peut mettre en place. Vous allez le voir, il y a des choses concrètes qui existent déjà, et il y a aussi des choses qui pourraient être mises en place, et je pense qu'ils sont très importantes à réfléchir. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a appris des choses. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me mettre un petit pouce en l'air et de vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait. On se retrouve très vite pour le prochain épisode sur les tueurs de masse. Je vous fais plein de gros bisous et en attendant, n'oubliez surtout pas de rallumer vos lumières. 1, 2, 3, 4.